Info Soir sur la communication plus télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. L'ONG Human Rights Watch accuse les rebelles de la milice M23 d'avoir commis des exactions, des meurtres, des viols et plusieurs autres crimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un rapport publié mardi 13 juin 2023, nous y reviendrons dans quelques instants. Jour pour jour, cela fait une année que le conflit Teke-Yaka s'est déclenché dans le territoire des Kwamout. Nous sommes dans la province du Maïndombe. Des violences qui ont atteint toute la région du Bandundu, y compris une partie de la ville-province de Kinshasa. Et pour sa part, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a pris part mardi 13 juin au Stade des Martyrs à la présentation des 1237 Koulouna arrêtés dans différents quartiers de la capitale congolaise. Et fini les titres, une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous asseoir confortablement pour suivre cette édition d'Info Soir sur la communication plus télévision. Mais sans plus tarder, nous allons recevoir Neville Kabongo, notre journaliste desk actualité qui va faire son entrée pour nous expliquer les indispensables de ce soir. Neville, bonsoir. Bonsoir Christian. Merveilleusement, bien toujours pourtant. Justement. Alors avec Neville, comme tu es déjà sur ce plateau, nous allons parler de l'insécurité et surtout de ces rapports présentés par cette ONG Human Rights Watch qui parle justement de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC à Kashiché. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, c'est un rapport accablant que publie l'ONG Human Rights Watch. Alors, l'ONG, dans ce rapport, l'ONG relève de nombreuses fausses communes à Kishiché après l'occupation du M23, ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Alors, ce rapport fait suite au premier déjà publié dont l'ONG faisait mention de crimes de guerre commis toujours par le M23. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce massacre de Kishiché? D'ailleurs, les images en illustration passent déjà, vous le voyez. Alors, l'ONG révèle qu'il y a la présence de 14 fausses communes après l'occupation du M23 depuis entre novembre et avril dernier. Impossible de savoir combien de personnes ont été tuées, mais l'ONG Human Rights Watch explique que de nombreux habitants affirment avoir vu des hommes du M23 exécuter des dizaines de personnes à l'aide des témoignages, d'ailleurs, des images, mais de photos satellites aussi. Les habitants, l'ONG affirme que les habitants ont décrié les exactions commises par le M23 en décapitant et en capturant, j'allais dire, les habitants ou des personnes qui soupçonnaient d'avoir des accointances avec d'autres groupes armés ennemis. Et on s'interroge, quels sont les moyens qui ont permis à cette ONG de mener ces enquêtes? Est-ce qu'ils ont eu une certaine manière de collaborer avec la population de ces coins? Bon, je ne sais pas, je crois que c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure avec nos deux intervenantes qui seront sur ce plateau, qui sont chargées des questions sûrement de sécurité en rapport avec la communication plus télévision pour notre rédaction. Mais avec vous, nous restons toujours dans ce secteur de la sécurité pour parler cette fois-ci des conflits Teke-Yaka. Il semble que le chef coutumier, son nom va venir ici au cours de ce journal, a été même arrêté. Les autres disent qu'il... Vous connaissez son nom? Zombie. Voilà, le chef Zombie, merci de me renchérir. Il a été arrêté. On nous rappelle encore qu'il est libéré provisoirement pour des raisons de santé. Il aurait fait une crise. Parlez-nous un peu de ces conflits qui viennent de totaliser presque une année, si je ne me trompe pas. Alors, puisque vous demandez, vous voulez savoir sur la genèse de ce conflit, retenez avec moi tout ceci, que tout serait parti d'une mésentente sur la redevance coutumière fixée par les autorités traditionnelles Teke et l'intronisation d'un chef Yaka dans l'espace Teke. Alors, rapidement, cette hausse de redevance coutumière sera mise en cause par les Yaka qui vont déclencher des manifestations, des protestations. Et la nouvelle de l'intronisation d'un chef coutumier Yaka sera mal aperçue par les Teke. D'après eux, cette posture défierait leur autorité coutumière et vont sans doute décider de chasser le peuple Yaka sur leur sol. Alors, cette altercation qui va susciter des vives tensions et des violences, on va voir d'ailleurs en image, va susciter des violences sanglantes qui va coûter la vie à plusieurs indigènes dans le Maïndombe et plus précisément au territoire de Kwamout et à Machabio. Des gens ont été brûlés, des maisons incendiées et plusieurs villages vidés
de sa population. D'ailleurs, vous voyez en image. Alors, c'est plus tard qu'on va incriminer ou attribuer ces exactions aux milices Mobondo. Oui. Voilà, et aux milices Mobondo, visiblement composées de peuples Yaka qui traque les Téké dans le Maïndombe. Ensuite, il va élargir le champ d'action dans toutes les provinces du Bandundu, du Grand Bandundu. Et oui, là, il y a Maïndombe, il y a Kwango et Kwilu. Justement. Et là, on voit en image le chef Zombie qui est en train d'être, qui est aux côtés du président de la République. Justement, qui a d'ailleurs été reçu. Voilà, je vais vous donner, on va terminer par lui, mais justement, on verra qu'après le Bandundu, c'est jusque vers Kinshasa, donc la commune de Maluku, on a constaté la mort d'un chef coutumier qui a été décapité, lui et son fils. Alors, s'agissant d'ailleurs de l'envoyé spécial du chef de l'État dans ce conflit Téké, il s'agit du roi Mini, le roi Mini Congo, dit Zombie. Il serait arrêté. D'ailleurs, voilà, il est là. Il serait arrêté puis relâché ce jeudi. On lui reproche son implication dans la persistance de ce conflit Téké-Yaka qui totalise aujourd'hui une année depuis le début. Mais parce que dans certaines images, on l'a retrouvé aux côtés de l'ancien président de la République, on l'a retrouvé aussi en tenue militaire. Mais quand est-ce qu'il est devenu chef coutumier alors que le pouvoir coutumier se transmet de génération à l'autre? C'est un pouvoir ancestral. Alors, je pense que cette question, c'est aux autorités chargées en fait des affaires coutumières de pouvoir statuer sur ça. Exactement. Sûrement, on va aussi revenir avec nos deux intervenantes qui sont chargées des questions de sécurité ce soir. Mais avec vous, pour clôturer les indispensables de ce soir, on va parler de l'affaire Koulouna. Les Koulouna qui ont été présentés devant le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, au stade des Martyrs. Est-ce que cela augure déjà la fin de l'insécurité dans la capitale congolaise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène Koulouna, appelé communément Koulouna, a été vaincu et refait surface à Kinshasa. Il s'agit de ce qu'on appelle le banditisme urbain. Alors, la police a mis la main sur quelques-uns qu'elle a présentés au stade de Martyrs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, devant le vice-premier ministre. Il est là. Ministre, voilà, il est là en image. Le ministre, je me répète un peu, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Voilà, Peter Kazadi Kankondé, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Théling Gobila. Alors, au total, ils ont été arrêtés, ils sont au nombre de 1237 Koulouna. D'ailleurs, dans un temps ferme, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a promis de veiller personnellement à ce que ce Koulouna soit transféré à la prison une fois jugé. Je vous laisse l'écouter sur ce propos recueilli par Gianni Ngamazani. On va suivre le propos du vice-premier ministre de l'Intérieur. Contre Baye Nyonso, Bazali Kosala guerre, na paisible citoyen Kino. On va vous traiter durement. Nos avocats vont requérir Bakosenga Bapen Oyo Yalikolo pour que epesa exemple Naba Oyo Baninga Nabino Batikali Bazako continue Koboma Bato. Mbalo Ekozalaka police Mutego traqué binoté, même l'armée. Commandant suprême à sa pesinga instruction, je vous informe. Armée na la police bakosangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. Tant que bakosisa condamné bino. Ngai na ko veiller personnellement. Bokosala boloko na kata Kinshasa te. Boloko na bino bokosala ngona anginga. Bakotinda bino pe nakanya makasi c'était pour kati na bino ebele bazala ikuna bakimi bazongi aw boko kende lisusu kuna te kanye makasi se ezali esika ya babandi te ezali esika ya ba criminel te bakotinda bino na angenga bulo luzumu nde bisika bino boko kende kosala boloko. Et voilà, là on vient de suivre le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, qui s'adresse aux jeunes Koulouna brigands de la capitale congolaise en rapport avec ce qui sème comme insécurité et terreur à Kinshasa. Et voilà, il leur a dit que
justement, ils seront transférés dans des endroits appropriés parce qu'ils ne doivent pas mettre mal à l'aise la population quinoise. Neville Kabongo, vous avez quelque chose à conclure avant de nous séparer? Justement, vous avez vu que dans ces images proposées, il y a même des agents de l'ordre qui ont été appréhendés. Alors, le ministre... Donc, ils opèrent des mèches avec ces Koulouna. Justement, ils ont été arrêtés et le ministre... le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réaffirmé sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays. Peter Kazadi a mis en garde, d'ailleurs, certains magistrats qui traitent avec certaines légèretés de dossiers de ce bandit arrêté. Neville Kabongo, nous vous remercions. Merci beaucoup. On espère qu'on va vous retrouver très prochainement, cette fois-là, à la présentation d'Infosoir. Justement. Merci, mesdames et messieurs. Infosoir, c'est aussi cette analyse avec les experts ou les invités sur ce plateau à propos des différentes questions d'actualité. Pour ce soir, nous allons recevoir Samuela Ngalola et Jetou Bapile, qui sont les expertes maison en charge des questions sécuritaires. Mais avant cela, on passe un jingle. Alors, pour revenir sur ces questions d'actualité consacrées essentiellement sur l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC et à Kinshasa, la capitale, notamment sur les massacres des Kashiché avec le rapport de l'ONG Human Rights Watch et également les conflits Tekeyaka qui viennent de totaliser une année, sans oublier les phénomènes Koulouna à Kinshasa. Nous avons à ma droite Jetou Bapile Nyakero, bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Et à ma gauche, Samuela Ngalola, tu vas bien? Ça va très bien. Et hier, c'était la présentation. Aujourd'hui, ce sont les analyses sur les questions d'actualité et surtout la situation sécuritaire. Tout à fait. Alors, nous allons commencer par vous, Nyakero Jetou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces massacres des Kishiché? Le rapport de cette ONG Human Rights Watch, est-ce que c'est un rapport de trop? Vraiment, cette ONG mérite la crédibilité de tous les Congolais par rapport à ces rapports? Ou c'est un rapport de trop? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce qu'on peut retenir est que, selon l'analyse que j'ai faite, parce que j'ai eu à faire quelques recherches, oui. Les rapports il y a cumul de rapports et sans être peut-être sanctionnés, parce que jusque-là, il y a toujours... les rapports qui sont attribués à chaque fois. Il y a Human Rights Watch qui est toujours présent à nous présenter les rapports, parce que nous avons déjà un rapport mapping, mais jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce que ces rapports-là rapportent à la RDC, parce que ces rapports est sorti lorsqu'on a pu découvrir des fosses communes encore vers Kishiché, et c'est la population qui a essayé de démentir, et ce qui est un peu étonnant et puis suspect, parce que ces images-là, on nous dit que ce sont des images avec des satellites, d'autres ont été pris avec des caméras. On a pris le temps de prendre ces images? Oui, parce que est-ce qu'on a eu à réfléchir, collecter un peu les éléments, et puis qu'est-ce qui peut crédibiliser cette démarche de cette ONG? Bon, en fait, je ne suis pas contre les démarches que Human Rights Watch est en train d'abattre sur terrain, mais ce que moi je trouve de suspect, de louche, nous n'avons pas les sanctions, parce qu'elle a déclaré hier que le rapport en question doit être annexé à d'autres rapports. Mais qu'en est-il avec d'autres rapports qui ont été déjà annexés à l'ONU? Qu'est-ce que l'ONU attend pour sanctionner le Rwanda? Parce que ça s'est fait seulement en écrit. Selon les rapports, ça se fait seulement en écrit. Et après ces écrits, est-ce que Human Rights Watch et l'ONU en question, quelles sont les stratégies dont chaque fois ils doivent mettre pour éradiquer cela? Parce que ça continue, hein, parce que ce n'est pas encore, parce que ils ont encore confirmé, ils ont confirmé que les fosses communes qui ont été découvertes ne sont pas encore tout, hein. Donc il y a encore des enquêtes qui sont en cours, c'est-à-dire il y a encore de fausses communes qu'on doit encore je aller crois que dans ces rapports, ils auraient aussi, dans tant d'autres rapports qu'ils ont déjà réalisés, je crois qu'ils auraient aussi parlé des fausses communes des Maluku et d'autres provinces. Oui, ce que je dis, je suis en train d'annexer toutes ces fausses communes, parce que jusque-là, oui, avec Maluku, jusque-là, on ne sait pas qui sont des vrais commanditaires. Mais avec l'Est du pays, eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont démenti que le M23 sont soutenus par le Rwanda. Pour les autres rapports, peut-être parce que jusqu'à là, on n'a pas déclenché le processus des sanctions. Samuela Ngalola, est-ce que vous partagez le même avis que Jetou par rapport avec cette démarche de l'ONG Human Rights Watch concernant les massacres de Kishiché? Vous savez, Christian, à cette époque,
à cette époque, la guerre de l'Est est mise en avant. C'est une situation qu'on n'a pas beaucoup vue dans les années précédentes. Aujourd'hui, on parle rapport, on fait des enquêtes, on publie des rapports concernant les situations à l'Est du pays. Ce n'est peut-être pas l'élément déclencheur par exemple, l'élément qui va déclencher l'arrêt de ces massacres. Cependant, en parler peut déjà être un très grand pas fait en avant. Il y a plusieurs rapports, comme Madame Djetou d'ailleurs vient de l'évoquer, entre le rapport mapping et ce rapport-ci. On ne fait que révéler. Ne trouvez-vous pas que ces rapports vont demeurer stériles tant qu'il n'y aura pas de sanctions et ça serait inutile, ça serait qu'il y ait des documentations qui ne vont servir à rien? Alors, avant de voir la stérilité future de ces rapports, voyons l'utilité actuelle de ces rapports. Ces rapports nous permettent déjà à nous, donc tous les Congolais, de savoir exactement ce qui se passe à l'Est. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une situation qu'on n'a pas beaucoup vue dans les années précédentes. Donc, prenons ces rapports de ces gens, de ces personnes étrangères, parce que ce sont des étrangers qui viennent faire ce rapport pour nous. Et les Congolais n'ont pas la possibilité, la capacité, la facilité de mettre ce rapport. Jusque-là, le Congolais se met dans la position de victime. Nous attendons les sanctions venant de l'extérieur. Jusque-là, il n'y a pas de plan sécuritaire de prise en charge personnelle pour finalement lutter. Nous sommes derrière l'ONU, nous sommes derrière les Nations Unies, nous sommes derrière le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. D'ailleurs, nous avons vu M. Karim Khan qui est venu, M. Karim Khan, à qui le prix Nobel a demandé la création d'un tribunal spécial pour juger les auteurs de ces massacres. Alors, cela, bien évidemment, dérive déjà des rapports qui ont été faits. On parle du rapport mapping où on pointe le Rwanda du doigt. Déjà, la publication de ces rapports nous permet... Voilà, la publication de ces rapports nous permet de connaître les auteurs et aussi de savoir exactement ce qu'il en est. Donc, la publication des rapports ne met certes pas la fin à la guerre, mais elle permet au moins de savoir ce qui se passe exactement dans l'Est. Parce que vous avez dit que les Congolais se mettent en posture des victimes. Mais si je vous demande aussi, je demande à Djetou également, s'il y avait vraiment des moyens mis à leur disponibilité, vous ne pensez pas qu'ils auraient pu aussi mener ces rapports qui seraient aussi crédibles, ou bien il faut seulement crédibiliser ce qui est mené par les autres? Vous savez, le Congo, nous n'avons pas cette culture d'enquête. Nous faisons très peu des enquêtes, nous nous basons plus sur ce qui est dit autour de nous plutôt que des enquêtes. La culture des enquêtes approfondies est bien évidemment, malheureusement, une culture bien trop étrangère. Même dans notre métier, le journalisme, vous verrez que les journalistes ont trop peur de faire l'information sous pression. Parce que certains ont été tués dans ce genre Certains ont été tués. Nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, les noms me reviendront plus tard. Il y a beaucoup de journalistes congolais qui, lorsqu'ils s'engagent dans cette démarche d'enquête, se retrouvent butés à d'autres Congolais qui sont de mèche avec ces étrangers, qui ne permettent pas que ces informations soient divulguées. Alors que les journalistes étrangers ont la protection. Pas toujours, parce ils arrivent même dans des zones qui sont difficiles très compliquées. D'ailleurs, récemment, nous avons vu le France 24 qui a interviewé un membre du M23. Donc, la France 24 a su localiser ces gens jusqu'à prendre une interview d'eux. Donc, vous voyez un peu que les Congolais, les journalistes congolais particulièrement, sont un peu butés à ce système qui nous empêche de faire notre propre enquête, d'écrire notre histoire. Oui, allez-y, voilà. ça va. Bon, moi, j'allais juste ajouter par rapport à Samuel. Non, c'est faux et archi faux. C'est faux, archi faux. Parce qu'il y a un de nos collègues, quelques-uns, pardon, on doit le dire, nos confrères journalistes, je ne sais pas citer le nom parce que c'est compliqué, qui travaillent aussi de mèche avec le M23. Vous vous souvenez aussi? Oui, certains. Oui, j'ai l'idée parce que j'ai aussi, peut-être que le nom m'échappe, je crois, l'UNPC a éradiqué certains journalistes qui travaillaient, qui ont eu la possibilité de contacter les dirigeants de M23 qui échangent avec eux. Et moi, je me souviens, à un certain moment donné, certains journalistes congolais faisaient le relais des informations de l'ennemi des M23. À chaque moment qu'il y avait des attaques, ils donnaient la position, ils réagissaient comme s'ils travaillaient des mèches pour faire une communication positive pour l'ennemi, mais surtout créer la psychose dans les cas des Congolais. C'est ça peut-être? Oui, c'est ce que je dis, parce que vous ne pouvez pas relayer une information sans que vous soyez dedans, parce que nous, on ne le fait pas. Eux, ils sont dedans, ils ont des contacts, quand vous voyez leur téléphone. C'est pourquoi je dis, je ne veux, c'est parce que j'ai perdu le nom, mais l'UNP, c'est même les autorités congolaises savent, il y a quelques journalistes arrêtés qui sont
de mèche qui ont peut-être la possibilité. Nous autres, comme nous ne sommes pas de mèche avec eux, c'est compliqué parce qu'ils peuvent nous tuer. Mais ceux qui doivent relayer leurs informations ont la possibilité d'y accéder par rapport à nous autres. Je ne saurais pas vous contredire parce que même le ministre de la Communication et des Médias l'avait rappelé que tous les journalistes qui communiqueraient en faveur de l'ennemi devraient être sanctionnés, c'est-à-dire qu'il y a certains qui ont été identifiés. On va prendre un autre sujet tout de suite là, il s'agit des massacres, donc des conflits Teke-Yaka. On reste avec vous et tout. Quelle est votre analyse par rapport à ces conflits qui viennent de totaliser une année? On apprend que le chef Zombi a été arrêté, mais également il est mis en liberté provisoire pour des raisons de santé. Quelle est votre réaction? Bon, ma réaction est que, si vous comprenez bien, selon mon analyse, est que nous sommes pendant l'année électorale et vous savez que les élections ont toujours tendance à être boycottées dans notre pays et il y a aussi, je sais pas, des particuliers qui sèment un peu de terreur. Parce que moi, selon moi, étant journaliste, j'ai quand même à parler avec quelques-uns qui sont là, eux-mêmes, en eux, les Teke-Yaka, ne maîtrisent même pas ce qui se passe chez eux là-bas. Ils vous disent, on ne comprend pas. Nous sommes nés ensemble, nous grandissons ensemble. Jamais il n'y a eu des bagarres comme ça. Et surtout que nos frères, le Bandundu, n'ont pas cette culture des machettes, de voir du sang. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, je sais pas, politisé ou quelque chose comme ça. Oui, les grands Bandundu ne connaissent pas le sang. C'est une culture que le Congolais n'a pas vraiment ça. Souvent, le sang, aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est pourquoi eux-mêmes se disent, peut-être, il y a même quelqu'un qui m'a dit, une dame qui me dit, maman, Waneza Makambouya politique. Parce qu'elle ne sait pas. Elle dit que moi, je suis Teke, mariée à un Yaka, je ne sais pas comment je veux tuer mon mari et nos enfants. Vous voyez un peu que la population Teke et les Yaka ne comprennent pas ce qui se passe parce que depuis des années, ils vivent ensemble, ils se marient, ils ont des enfants. Comment est-ce que d'emblée comme ça, ils vont commencer à s'entretuer avec des machines? Or, il y a un réseau, sûrement qu'il y a un réseau qui a été mis pour créer cette psychose. Vous voyez, même les gens qui vont enterrer les gens vers Kinkole là-bas, les femmes qui nous vendent des trucs, des légumes et ceci. Et le jour là, on était avec une des amies et ces dames ont dit non, il faut qu'on fasse vite parce qu'on commence à tuer les gens. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes qui sont dans cette contrée n'ont jamais pris la machette. Mais ils ne savent pas qui sont derrière. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diakponga, avait parlé également d'une main noire par rapport à ces conflits. Samuela, est-ce qu'on peut confirmer qu'il existe vraiment une main noire par rapport à cette situation? Aujourd'hui, déjà une année, on n'arrive pas à maîtriser malgré différents déplacements, différents voyages organisés dans ce coin par les autorités politico-administratives, même religieuses, pour pouvoir mettre fin à cette situation qui sévit dans ce coin de la RDC. Alors, s'il y a une main noire, c'est définitivement oui, parce que vous savez, pour que la forêt entière s'enflamme, il faut que ça commence par le feu d'une branche, cette branche qui va contaminer toutes les autres. Le conflit est parti de quelque part, certainement politisé, tel que vient de l'affirmer Madame Gétou. Le plus triste dans ça, c'est de voir que le Congolais se laisse facilement manipuler au point de sauter la vie dans des conditions très inhumaines. C'est ce qui désole, et vraiment, vraiment désole beaucoup la population, lorsque vous voyez des frères qui ont grandi ensemble se mutiler pour des raisons... inconnues jusqu'alors, peut-être... Pas qu'inconnues, pas qu'inconnu, mais un peu anodine aussi. Vous voyez, pour un oui, pour un non, on va décapiter la tête de son frère, on va prendre des mesures très très drastiques et engager une guerre qui coûte la vie à vos propres frères. Nous ne sommes pas en train de parler d'une guerre rwando-congolaise, nous parlons pendant que nous sommes menacés dans l'est du pays. Il y a nos frères et sœurs qui se décident de s'entretuer. Comme si le sang dans l'est ne suffisait pas, nous prenons le couteau et nous nous poignardons nous-mêmes dans le ventre. C'est très désolant. Et en tout cas, bien évidemment que ça peut certainement être fait par une main noire pour nuire au magnifique parcours du président Tshisekedi. Nous sommes au cours de l'année électorale. Bien évidemment. Cela pourra fragiliser le processus déjà entamé par Denis Kadima avec toute son équipe. Oui, déjà, vous l'avez vu, le comité civil de Kwamont, la société civile de Kwamont a fustigé l'arrivée, le lancement de l'enrôlement en présentant la situation sécuritaire dans ce coin-là. Donc ça enfreint, ça nuit déjà à la situation électorale qui est bien évidemment déjà à nos portes.
Donc, on reste avec vous. 1237 Koulouna, on change de chapitre, ont été présentés devant le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. C'est parce qu'ils ont été appréhendés par les éléments de la police nationale congolaise avec différents services de renseignement de la ville de Kinshasa. Est-ce que c'était un ouf de soulagement vers la fin de l'insécurité dans la capitale congolaise? Alors, 1200, c'est déjà beaucoup, mais dans un pays de près de 100 millions d'habitants, c'est une goutte d'eau dans une mer. Parlons d'abord de la capitale. Parlons de cette capitale déjà. Même dans ça, disons que ces colonnes arrêtées, c'est un échantillon de ceux qui exercent déjà. C'est un message envoyé à ceux qui continuent d'exercer pour leur dire, si vous continuez, vous allez finir comme ces 1200. C'est un geste à encourager. Nous encourageons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a lui-même présenté ces colonnes. Mais il a dit qu'ils seront transférés dans les différentes prisons, Angenga, Boulou. Est-ce qu'on ne fait pas aussi penser à les envoyer, par exemple, à Kanyama Kassese pour les travaux champêtres et autres travaux qui pourront leur permettre de se réintégrer dans la société? Je pense que voir dans ce sens-là, c'est très bien. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur devrait prendre, parce que ce sont des gens quand même qui ont la force de lever la machette. Au lieu de lever la machette, ils vont lever la hache pour cultiver la terre et produire positivement cette fois-ci pour le Congo. Alors c'est un geste à saluer et surtout on félicite les auteurs, les personnes qui ont œuvré pour que ces délinquants soient pris. Il n'y a pas longtemps, on a assisté à des bouclages dans des quartiers ou des différentes communes, par exemple dans la commune de Lingwala, il y en a eu aussi dans la commune de Kinshasa. Justement, c'était pour chercher et traquer ces Koulouna. Mais aujourd'hui, on retrouve encore beaucoup de Koulouna, 1237. Je ne pense pas que ce serait les nombres finaux. Je crois qu'il y aura encore d'autres Koulouna qui se seraient cachés. Est-ce qu'on avait fait un travail avec sérieux ou bien c'était avec complaisance? Qu'est-ce qui cacherait cette réalité pour qu'il y ait résurgence des Koulouna dans peu de temps encore? Juste, j'allais dire, il faut vraiment bien éclaircir que le phénomène Koulouna, vous voyez, les années précédentes, on voyait les Chégués. On voyait que non, les Chégués étaient sur les places publiques, dormaient à la Belle Étoile, passaient une nuit à la Belle Étoile. Mais aujourd'hui, les Koulouna sont les enfants qui vivent dans des maisons, qui ont des parents, qui ont une mère, qui ont un papa. Donc, il faut dire que ces enfants Koulouna là, souvent aussi sont protégés par leurs parents. Si on n'arrive pas à éradiquer, parce que certains parents aussi encouragent ce phénomène. Je me souviens, il y a des moments où on a arrêté ces Koulouna, il y a des parents qui avaient l'habitude d'aller doter l'argent, je ne sais pas, l'OPJ, au magistrat pour libérer ces enfants-là. Je crois que le ministre a insisté aussi sur ça. Oui, j'ai vu. Tout à fait. Eux aussi ont participé à ce que les vrais Koulouna sont encore gardés dans nos maisons, comme on peut le dire, dans nos maisons. Et les victimes sont allées. Et moi, je ne suis pas contre, mais j'allais aussi dire que d'autres Koulouna doivent faire la prison. La prison, c'est pas qu'ils seront attachés, non. Ils vont aller à... Oui, c'est un centre de rééducation. Ils vont aller aussi apprendre à la prison parce qu'on ne peut pas seulement surcharger le service national. Donc, on doit aussi envoyer certains dans les prisons parce qu'à la prison aussi, on apprend à écrire, à lire, à faire ceci. Parce que j'ai même vu, on a rénové plusieurs prisons de la RDC. J'ai vu le ministre Pouela qui était en train de faire... Oui, qui a sillonné. Parce que quand le vice-premier ministre a parlé de Angenga, de Zoom et tout, c'est parce que là-bas c'est déjà dans un bon état pour dire que ça peut déjà accueillir ces enfants-là parce qu'ils ne vont rien manquer. Il faut aussi tenir compte de la capacité d'accueil de plusieurs prisons. Non, c'est pourquoi je dis, ils seront dispatchés parce qu'il a bien ciblé que non, les autres seront à Angenga, Luzumu et ceci, il a très bien dispatché comment est-ce que ça va se passer. Mais ce que moi je peux dire pour que ces phénomènes-là essayent de cesser. Peut-être votre conclusion? J'ai suivi je ne sais pas si c'est le général ou le VPM qui a dit il faut aussi qu'on puisse dénoncer, que la population dénonce. Si la population commence à dénoncer ces phénomènes-là, j'espère que ça va prendre fin. Ce qui fait craindre que vous pouvez dénoncer. Aujourd'hui, on arrête les Koulouna, demain il est libéré, il vient se venger contre vous. Oui, c'est pourquoi je dis, nous rentrons toujours dans ce qu'il avait dit pour les OPJ et les magistrats, parce qu'il y a encore la corruption au niveau de la justice. J'aime la franchise du chef de l'État qui a dit, même la justice aussi n'a pas encore atteint un
seuil où il peut être une justice indépendante, une justice crédible. Parce que ces enfants-là savent que non, il y a des relations. On a même il y a des oncles qui savent qu'il y a des neveux qui sont de Koulouna. Mais tu verras ton neveu arrêté, tu auras toujours cette compassion de dire non, tu vas chercher un moyen pour le libérer. Or, c'est une personne qui commet beaucoup des exactions. C'est comme aussi le M23. On peut le traiter des ennemis du pays parce que quand ils sèment la terreur dans la capitale, même en pleine journée, parce qu'on ne sait plus sillonner la nuit parce qu'ils sont là. On ne sait plus sillonner dans la nuit. Espérons avec la nomination de plus de 2000 nouveaux magistrats, cela boosterait les secteurs judiciaires pour pouvoir mettre fin à ce phénomène de Koulouna avec un jugement correct et sans corruption. Nous espérons que ce combat sera une victoire. D'accord, merci beaucoup monsieur Nyamabou. Merci Jetou Nyakeru Bapile et Madame Samuela, votre conclusion? Alors moi je conclus en saluant l'arrestation de ces voyous qui créent la zizanie dans la capitale. Vous n'avez pas peur dans votre quartier de tomber dans les mains de certains Koulouna? Heureusement dans mon quartier nous n'entendons pas parler de ça, mais ça ne veut pas dire que nous ne tenons pas compte de ceux qui vivent ce calvaire-là au quotidien. J'espère que c'est une œuvre qui va continuer et que ces gens-là seront très vite envoyés là où ils doivent être pour les crimes qu'ils commettent. Ou précisément, vous préférez aussi qu'ils aillent seulement en prison? Pour certains, les plus cruels, hein, parce que les plus cruels doivent quand même vivre cette prison pour goûter un peu la saveur de ce qu'ils font vivre aux autres. Samuela, vous aurez la capacité, est-ce que vous aurez la capacité de dénoncer un Koulouna que vous connaissez dans votre coin si vous avez la possibilité? Pour commencer, je n'ai pas de Koulouna dans le quartier et personnellement, une personne, Koulouna, voleuse, n'importe laquelle, qui a des vices dans mon entourage, cette personne doit être dénoncée. Je n'ai pas de personne avec des vices dans mon entourage, heureusement. Et je vous ai, comme vous, monsieur Christian Nyamabou, à côté de vous, je ne peux pas avoir des personnes ayant des vices. Tout à fait. Donc je dénoncerai probablement. Merci beaucoup, Samuela. Mesdames, Messieurs, c'était un honneur de recevoir les deux intervenantes maison par rapport aux questions sécuritaires à la communication plus télévision. À ma droite, j'ai recevé Jetou Bapile Nyakeru et à ma gauche, Samuela Ngalola. Merci à vous, mesdames. Merci. Alors, on va continuer l'actualité avec le 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité mercredi les installations qui vont abriter ces jeux. On va suivre en image ces reportages signés dans les commentaires de Jetou Bapile. À quelques semaines du début de Jeux de la francophonie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une descente surprise aux différents sites destinés à abriter le déroulement de cette compétition multisport, accompagné du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Le chef de l'État est allé palper du doigt les travaux de construction et des infrastructures qui serviront à ces concours culturels et sportifs qui seront livrés dans ces deux stades omnisports, dont le stade de Martyr et Tata Raphaël. Signalons que selon Joseph Adjamé, ingénieur directeur responsable de travaux à la Compagnie Générale de Construction, les ouvrages des différentes disciplines seront octroyés à la fin de ce mois en cours. De ces mois-là, on peut mettre les clés à la main, aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun de problème. Nous toujours on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois, plus ou moins une semaine, on peut disons le 20, c'est prêt. Rappelons que les travaux du terrain annexe du stade de Martyr sont quasiment terminés. Direction à l'Assemblée nationale où le ministre d'État en charge de la coopération régionale Antipas Mbusa Nyamwisi était devant la commission extérieure pour répondre sur les questions relatives à l'application et suivi des accords et conventions de la sous-région. Propos recueillis par Neville Kabongo. C'était des voies de redevabilité institutionnelle. J'ai répondu à un appel de la Chambre de contrôle, le Parlement, l'Assemblée nationale. Il était question de leur donner l'état des lieux sur la participation de notre pays dans les organisations régionales, économiques régionales,
à la lumière des problèmes d'insécurité qui prévaut à l'Est depuis bientôt un quart de siècle, hein. Mais l'État, c'est un agent de droit international. Et il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords, on a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Et tous ne sont pas contre nous, hein. Il y en a qui nous soutiennent aussi fortement. Vous envoyez même parfois les effets. Donc, on va rester à faire notre travail parce que c'est un travail de diplomatie, de coopération régionale, c'est ce que nous essayons de faire. Nous le ferons davantage jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Parce que c'est notre droit de défendre notre pays, de défendre nos populations meurtries. Nouvelle en bref, le ministre national de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté, Yves Bounkoulou Zola, a reçu mercredi 15 juin dans son cabinet de travail Mme Bintou Keïta, la représentante de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Il était question d'évaluer le partenariat entre la MONUSCO et le ministère de la Jeunesse. Dans l'actualité, sachez également que les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOPS ont débuté ces jeudi 15 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au total, 1 571 285 élèves de la 8e participent à ces examens, dont 889 337 garçons et 682 248 filles répartis dans 5 276 centres d'administration, dont 2 de nos frontières, Luanda et Cabinda en Angola, et 637 poules d'inspection secondaire sont recensées en 2023. Cependant, ces effectifs évoluent selon le temps et les circonstances de la vie sociale du milieu éducatif. Il est question de noter que ces épreuves ont été lancées par le ministre Tony Mwaba et prendront fin le vendredi 16 juin 2023, tel que nous l'a annoncé ici Leslie Mavata. Et écho des partis politiques dans ce journal, la base tshisekediste fasciste BTF en sigle a signé son adhésion au sein du regroupement AVCA et allié, un parti politique qui est désormais un regroupement qui est dirigé par le ministre des hydrocarbures, Maître Didier Boudimbo Toubwanga. On découvre ces reportages de Brinette Ikamba et Champion Play Israël, sans oublier Emmanuel Chika, qui ont signé ces reportages. Images et commentaires. C'est fait. La BTF base tshisekediste fasciste a signé son adhésion au sein du regroupement politique AVCA, autre vision du Congo, que dirige le ministre des hydrocarbures, Maître Didier Boudimbo Toubwanga. Un événement qui s'est déroulé en présence des membres de la base tshisekediste fasciste sous l'ambiance électrique. Prenant la parole, le porte-parole de l'AVC a brossé des primes abord l'historique du parti, les objectifs et les missions. Ensuite, il s'est réjoui de l'adhésion de la base tshisekediste fasciste au sein de l'AVC. Court les mêmes objectifs avec la BTF, raison pour laquelle l'autorité morale Aaron Mukuna Arobase a jeté son dévolu sur l'AVC pour offrir une large majorité parlementaire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections législatives de 2023. A noter que le statut et autres documents administratifs de la BTF ont été remis au porte-parole de l'AVC. Somme toute, le point d'orge de la cérémonie était la remise des attributs du pouvoir à Nansine Tsumbu, à l'occurrence l'écharpe, le drapeau pour hisser le parti plus haut. C'est sur une note de satisfaction des membres et cadres de la BTF que s'est clôturée cette cérémonie. Bonsoir sur la communication plus télévision. L'ONG Human Rights Watch accuse les rebelles de la milice de M23 d'avoir commis des exactions, des meurtres et viols avec plusieurs autres crimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo dans un rapport rendu public mardi 13 juin. Et vous avez suivi les détails dans Info sur de la communication plus. Et cela fait jour pour jour une année depuis que les conflits Teke-Yaka se sont déclenchés dans les territoires des Komout. Nous sommes dans la province de Maïndombe, des violences qui ont atteint toute la région du Grand Bandundu, y compris une partie de Kinshasa. De son côté, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a pris part mardi 13 juin au stade des Martyrs à la présentation des 1237 Koulouna arrêtés dans différents quartiers de la capitale congolaise.
fini. Info Soir de ce jour, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans la commune mère de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.